Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 30 janvier, vous regardez Alsace 20 et je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe pour une nouvelle heure de 24 heures en Alsace. Au programme ce soir, nous recevrons d'abord Thérèse Geoffrey et Anne-Marie Keller de l'association SOS Amitié. À l'occasion de la Journée nationale de prévention du suicide, l'association organise dans les prochains jours une série de conférences et de ciné-débats à Strasbourg. Au programme également ce soir, les mariages, c'est 2 saisons et c'est maintenant qu'ils s'organisent. Et les mariages changent, la tendance est à la personnalisation et à l'alternatif. Caroline Wilde nous parlera de tout cela ainsi que du Wild Festival qu'elle organise ce week-end à Ungersheim. Dans la suite de l'émission, comme tous les mercredis, Vera Bossiac nous partagera ses coups de cœur et elle nous emmène cette fois-ci découvrir l'univers très personnel du photographe Steve Josh. Enfin, Delphine Vespizer nous parlera des Malgré nous. Elle est allée à la rencontre de Benjamin Steinman qui vient de réaliser son premier film sur le sujet. Mais tout de suite, place à l'information. Le JT est présenté par Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité ce soir, les basketteurs de la SIG renouent avec la victoire en Ligue des Champions en battant Bologne 83-80. Nouvelle opération de contrôle des éclairages auprès des cyclistes à Strasbourg. Et puis nous partirons à la découverte d'une écriture, l'idéoglyphe, imaginée par un artiste mulhousien. Mais pour commencer, en novembre dernier, le gouvernement a fait part de sa volonté de supprimer les chaudières au fioul d'ici 10 ans. De nombreuses aides ont été mises en place afin d'accompagner les particuliers à s'équiper en moyens de chauffage durable et plus écologique, comme le granulé de bois. La filière granulée est en plein essor dans la région et les Alsaciens sautent le pas plus facilement. Fanny Kunz a rencontré un particulier qui revient sur ce qui a motivé son choix. Après des années de chauffage au fioul, Alain Bertrand a décidé de rénover sa maison et de s'équiper d'une nouvelle chaudière. Sensible à l'écologie mais souhaitant également faire des économies d'énergie, il choisit alors un combustible fabriqué localement, le granulé de bois. Depuis 6 mois, sa chaudière est installée et le constat est sans appel. Nous avons trouvé que le granulé était une solution intéressante dans la mesure où, d'un point de vue écologique, il y avait un aspect énergie renouvelable. Cette production est locale, de proximité, et donc on était sensible à tout ce qui est circuit court. D'autre part, les coûts de fonctionnement sont très faibles par an. La propriétaire précédente payait 3 000 €. J'étais descendu à 1 200 et là je descends à 650. Bon, voilà, donc l'argument économique qui est aussi là. Et il n'est pas le seul à s'être équipé. L'utilisation du granulé de bois progresse dans la région. Pour développer cette filière sur le territoire, les professionnels du secteur se sont associés sous la bannière Alsace Granulé. Son président Michel Siat dirige l'une des plus grandes scieries du secteur, où sont également fabriqués des granulés de bois. Ce qu'on coupe dans les forêts vosgiennes ou en général dans les forêts européennes est inférieur à l'accroissement de la forêt. Et la ressource utilisée, c'est de la sûre, c'est un sous-produit de la production de sciage. En fait, écologiquement, c'est absolument fantastique. C'est local et donc c'est remplacer quelque chose qui est fait à l'étranger par une ressource renouvelable à un meilleur prix localement. En 2016, 150 000 tonnes de granulés ont été produits dans le Grand Est, 70% rien qu'en Alsace. Et en basket, la SIG a retrouvé le sourire. 3 jours seulement après une défaite humiliante à Pau, les Strasbourgeois ont réagi de manière magistrale hier soir en Coupe d'Europe. Dos au mur, après une terrible série de 7 défaites lors des 8 derniers matchs, les hommes de Vincent Collet ont réalisé un petit exploit en dominant le Virtus Bologne, club historique du basket italien et leader du groupe. Au coude à coude à la pause, la SIG va prendre l'ascendant dans le 3e quart-temps grâce à Youssoufa Fall et Mardi Collins. Les Alsaciens prennent la tête et ne la lâcheront plus, même si les Italiens vont rester dangereux jusqu'à la dernière possession. La SIG garde la tête froide et arrache une victoire précieuse 83-80. Au bord de l'élimination avant ce match, la SIG peut à nouveau espérer voir les 8e de finale, à condition de s'imposer à Ostend mercredi prochain et de compter sur un faux pas des Lituaniens de Klaipėda. Les Strasbourgeois tenteront de confirmer ce sursaut en championnat samedi soir contre Cholet au Rhenus.
Une nouvelle opération de sensibilisation auprès des cyclistes. Hier soir, des contrôles ont été effectués conjointement avec la police municipale et l'Eurométropole à hauteur de la passerelle fluviale du Eritz à Strasbourg. Objectif, rappeler les règles concernant l'éclairage de leur vélo la nuit. En fin de journée, sur le quai Pasteur, la piste cyclable devient une véritable autoroute. À cette période de l'année, les cyclistes rentrent du travail alors que la nuit tombe. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont pas équipés d'éclairage. Donc ce soir, on est là pour une soirée de sensibilisation, donc il n'y aura pas de verbalisation, mais il faut savoir que c'est très important d'avoir ces éléments de sécurité. Donc je vais tout de suite vous équiper avec ce qu'il faut. Là, la nuit n'est pas tombée, il y a des lumières le long de la piste. Je me suis dit, c'est pas dramatique. C'est clair que dans la campagne, ça serait plus inquiétant. Mais là, vraiment, je me sentais pas en danger. Non. Les gens qui sont à vélo n'ont pas forcément les moyens, enfin pas tous, après il y en a qui sont sur des démarches écologiques, mais pour ceux qui se déplacent à vélo pour des moyens économiques, forcément que s'acheter des piles tout le temps à 15 € chaque semaine parce qu'il n'y a plus assez de lumière ou quoi, ça commence à faire un coup. C'est sûr que quand on roule sur la route, on voit bien que les voitures elles ne nous voient pas, enfin ça c'est sûr. Donc, ceux qui n'ont pas du tout de réflecteurs sur les roues et tout, c'est sûr que c'est extrêmement dangereux. Moi, en tant que conductrice depuis peu, je me suis rendu compte de ça effectivement. Chaque année, 2 opérations de sensibilisation sont réalisées par les policiers municipaux et l'association Cadre 67 pour rappeler aux cyclistes les dangers liés au manque d'éclairage. Ce jour-là, un peu plus d'1 sur 2 est équipé. Pourtant, l'éclairage est primordial pour les rendre visibles. Le risque quand on n'a pas d'éclairage, c'est vraiment de ne pas être vu par les autres usagers, notamment les voitures ou les poids lourds qui peuvent représenter un risque. Quand on est en ville, on voit souvent parce qu'il y a de la lumière autour, donc on voit à peu près où on va, mais on n'est pas forcément vu par les autres, et notamment les plus dangereux. Et donc il faut qu'on soit vu par les automobilistes et les poids lourds pour aussi être pris en compte sur la voirie et sur l'espace public. Le vélo, ça coûte pas cher, et donc quand on commence à faire du vélo, on n'est peut-être pas prêt à y mettre un peu de moyens. On constate aussi dans des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, où il y a beaucoup de vélos et beaucoup de cyclistes, que les gens s'équipent et mettent un peu plus d'argent dans le vélo. Une voiture, ça coûte 6 000 € par an en moyenne, donc un vélo, c'est largement en dessous. Donc il faut y mettre un peu de moyens. Après, il faut aussi aider les plus fragiles, et notamment les étudiants qui sont peut-être pas prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Le plus gros danger pour les cyclistes, les accidents. En 2018, sur une centaine d'accidents recensés à Strasbourg, 20% se sont déroulés la nuit. Second risque pour eux, l'amende. La contravention est de 11 €. Elle s'additionne à chaque élément manquant. 13 équipements sont obligatoires, tels la sonnette, les catadioptres et bien sûr, les lumières à l'avant et à l'arrière. On s'aperçoit que malgré les opérations de prévention, il y a toujours et encore des cyclistes qui circulent sans éclairage. Et c'est important pour nous parce que quand on est sur un vélo, on n'est pas protégé. On distribue un kit tout simplement pour les personnes qui n'ont pas d'éclairage et on veut que ces personnes rentrent en sécurité chez eux. Alors c'est un kit provisoire, je dirais. On fait aussi la promotion de systèmes d'éclairage qui sont des bons systèmes, qui fonctionnent avec des dynamos de moyeu, qui fonctionnent avec des aimants, qui n'ont pas forcément besoin de piles pour fonctionner. Donc pour vraiment donner conscience aux gens que c'est leur sécurité et c'est parfois leur vie qui en dépend. Alors que Strasbourg est la première ville cyclable de France, avec la moitié de la population qui pratique le 2 roues, la sécurité est un enjeu d'autant plus important. Et si vous envoyez balader vos oreilles, laissez-vous porter par une expérience sonore interactive pour découvrir la ville de Strasbourg autrement. Cela se passe au Shadok dans le cadre de la Semaine du Son, immersion avec Adeline Piron. Donc vous choisissez un point d'ouïe parmi les 28 et vous tapez son numéro sur le pavé numérique qui se trouve dans la valise. Par exemple, je veux voir le jardin botanique, donc je tape le 10. Et le point d'ouïe se prépare et vous avez à peu près 18 secondes pour vous installer et chausser un casque. Casque vissé sur les oreilles et c'est parti pour une balade originale dans les rues de Strasbourg. Les bruits, on les oublie. Ils deviennent un fond sonore quasi imperceptible. Alors la compagnie Le Bruit que ça coûte et les habitants de Strasbourg sont partis en quête de ces sons oubliés.
La particularité aussi de cet audioguide, c'est que les habitants qui ont contribué, enfin qui ont fait leur point d'ouïe, elles proposent un texte. Et après, on leur demande de mettre ce texte en voix. Donc la plupart du temps, ce sont les personnes qui ont écrit ce texte qui vont mettre en voix, donc qui vont utiliser leur voix. Donc on a affaire des fois à des points d'ouïe qui sont avec des voix absolument pas, entre guillemets, professionnelles. Ce projet, c'est vraiment un projet citoyen où on s'accapare en fait la ville avec son imaginaire, avec des micros, etc. Et puis on en fait quelque chose. Et du son, il va y en avoir toute la semaine au Shadok, notamment avec cette installation audiovisuelle interactive. Les photos d'Isabelle Lechner se mettent à ces histoires phoniques, histoire de nous réapprendre à écouter. Le son, en fait, dans notre société, qui est un peu ignoré, on est quand même dans une société essentiellement visuelle, et pourtant, il est prépondérant dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine du vivre ensemble, dans le domaine économique aussi, c'est une donnée importante. On ne tient pas assez compte du sonore. Donc cette semaine du son, elle a toute son importance dans ce contexte actuel. La 16e édition de la Semaine internationale du son, c'est des histoires pour les oreilles des petits et des grands, mais pas que. Samedi à 18h, rendez-vous pour un apéro qui régalera autant les papilles que les oreilles. Rencontre avec un artiste mulhousien aux créations originales. Michel Vininger imagine des œuvres en s'inspirant de différents styles d'écriture actuels mais aussi passés. Et après plusieurs années passées d'anonymat, il expose pour la première fois ses productions dans une galerie d'art à Mulhouse. Originaire de Mulhouse, Michel Vininger est diplômé de l'école des Beaux-Arts. Graphiste de métier, il est fasciné par l'histoire de l'écriture. Et il donne un sens à cette passion en imaginant des signes avant de les transformer en œuvres. Voilà plus de 30 ans qu'il remplit des carnets de croquis. Ce sont des choses qui sont issues d'inspiration végétale, animale, qui m'apparaissent et que je vois quand je regarde un mur défraîchi. Donc ça m'inspire, ça me donne une idée. Et dès que j'ai une idée, je prends mes carnets et je les remplis de façon presque obsessionnelle. Dans ces nombreux carnets, on retrouve des signes particuliers. Michel Vininger a créé en quelque sorte sa propre typographie qu'il appelle idéoglyphe. Donc idéo pour image, idéogrammes en chinois sont des idéogrammes, sont les signes chinois, et glyphe pour signe d'une lettre, d'un caractère. Glyphe, ça veut dire gravure aussi. Donc je crée des lettres visuelles. Des lettres qui lui permettent de faire des mots, des phrases qu'il exprime de différentes manières dans ses œuvres. Ses créations sortent d'ailleurs pour la première fois de son atelier. Michel Vininger les exposera à partir de ce samedi dans la galerie Orlinda Lavergne à Mulhouse. Enfin, les dessins sont sortis de mes carnets, voilà. La pression, je l'ai depuis longtemps. Je l'avais avant, c'est pour ça que je n'ai pas exposé, parce que je n'étais jamais satisfait du résultat, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait énormément de recherches avec plein de techniques. Je n'ai pas réussi à avoir un degré de satisfaction que j'ai toujours pas absolument, mais disons, on s'en approche. Différents supports et techniques sont présentés dans l'exposition. Projection de pigments, techniques de peinture ancienne à base de jaune d'œuf ou encore des pièces en marbre avec insertion de pierres semi-précieuses. Cette exposition idéoglyphe est à voir jusqu'au 23 février. Il y a un an, les présidents des 2 départements alsaciens présentaient leurs vœux pour 2018, avec comme souhait le retour de l'Alsace. 12 mois de discussion avec le gouvernement plus tard, le vœu est exaucé. La collectivité européenne d'Alsace verra le jour. Cette renaissance était donc au cœur des vœux 2019, hier soir à la Maison de l'Alsace. Nora Boiriwa. À 2 ans de la naissance programmée de la collectivité européenne d'Alsace, les présidents des 2 départements alsaciens ont affiché hier soir leur fierté du chemin parcouru. S'il reste de nombreux points à préciser, Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry commencent déjà à aligner leur politique départementale, notamment concernant la taxe foncière. Dans les 2 départements de Bas-Rhin et du Haut-Rhin, parmi les 10 départements dont les taux de la taxe foncière sont les plus basses. Mais le Bas-Rhin avait une taxe un tout petit peu plus haute que le Haut-Rhin. Donc pour préparer la collectivité d'Alsace future, la décision que j'ai prise, c'est de baisser la taxe foncière pour la mettre au même niveau que le Haut-Rhin. Donc déjà là,
on est complètement en phase. Cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace regroupera des compétences des 2 départements, mais aura aussi des compétences uniques en France, comme la gestion des routes nationales. Pour pouvoir mettre en place un système de régulation du transit poids lourd, par exemple par l'extension de la Meute. Comme l'a dit le Premier ministre le 29 octobre dernier, lorsque nous étions à Matignon, cette collectivité européenne d'Alsace sera une collectivité unique en France et ce sera, je reprends les termes du Premier ministre, du cousu humain pour l'Alsace et pour les Alsaciens. Le projet de loi relatif à la future collectivité européenne d'Alsace sera examiné par le Parlement après le vote des 2 conseils départements alsaciens, prévu le 4 février. Le décret de création de cette nouvelle collectivité devrait être publié fin février. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Olive et Anne. À l'heure où la biodiversité est menacée, voilà une vente qui tombe à pic. L'association Alsa Garden vous invite à sa grande vente de plantes rares et légumes anciens, édition 2019. Vous y trouverez plusieurs variétés de tomates anciennes, des plantes aromatiques insolites et divers plants de légumes pour le potager. Mais il vous faudra patienter jusqu'à début mai, samedi 4 et dimanche 5 mai, de 9h à 18h, au cœur historique du village de Niederaslar. Merci Camille, on vous retrouve demain pour l'information et on accueille tout de suite nos premiers invités ce soir. Elles représentaient SOS Amitié, je vous invite à nous rejoindre, Thérèse Geoffrey et Anne-Marie Keller. Je vous laisse vous installer et puis on se retrouve dans quelques instants juste après la météo de Célia Mérimèche. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo de jeudi. C'est bientôt le week-end, mais pas encore. Regardons ce que nous réserve le temps. Et c'est de la neige sur la majeure partie du territoire alsacien qui nous attend. Regardez, de la neige sur l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que dans le sud du Haut-Rhin. Des nuages mais un temps normalement plus sec du côté de Colmar et également de la neige pour le centre et le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Si vous avez la chance d'être dans le sud de la région, notamment du côté de Fribourg, vous aurez peut-être quelques éclaircies. Les températures, quant à elles, en ce jeudi matin, elles sont fraîches. Regardez, moins 2 degrés du côté de Wissembourg et Saverne, moins 1 degré pour Mulhouse, moins 2 également pour Colmar, 0 degré. La maximale du territoire, ce sera pour Strasbourg. Jeudi après-midi, c'est le grand retour du soleil, en tout cas sur la majeure partie du territoire. Regardez, des passages nuageux, mais un temps plutôt ensoleillé sur l'ensemble de la région. Un grand soleil même prévu pour le sud de la région du Bade-Wurtemberg. Le seul hic, c'est la neige, et c'est prévu cette fois pour Wissembourg. Les températures, regardez, 3 degrés justement pour Wissembourg, 2 degrés du côté de Saverne, Sarre-Union, 4 degrés de Strasbourg à Mulhouse, en passant par Colmar, 4 degrés également prévus pour Bâle. Jetons un coup d'œil maintenant sur vos prévisions météo de vendredi. Et cette fois, plus de neige, plus de soleil, mais c'est le retour de la pluie et de la pluie sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Les températures, quant à elles, sont en hausse. 6 degrés pour l'ensemble du Haut-Rhin, 8 pour le Bas-Rhin, entre 5 et 9 degrés pour la région du Bade-Wurtemberg, 6 degrés également du côté de Bâle. Jeudi, nous serons le 31 janvier déjà et nous fêterons toutes les Marcelles. Le soleil se lèvera à 8h pour se recoucher à 17h25 et on gagne encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très très bientôt. Salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, nos invités ici avec nous sont Thérèse Geoffrey. Bonsoir, vous êtes responsable de la communication de SOS Amitié Strasbourg. Et avec vous, Anne-Marie Keller, vous êtes vice-présidente d'SOS Amitié France. Alors vous êtes avec nous ce soir pour nous parler des 3 ciné-débats et de la conférence que vous organisez à Strasbourg dans les tout prochains jours. Ça se passe à l'occasion de la Journée nationale de prévention du suicide. Alors la conférence, il y aura notamment un coup de projecteur sur le suicide des jeunes, ses causes mais aussi ses conséquences sur les proches. Il faut savoir que le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 14-24 ans. Alors je pense qu'on ne peut pas vraiment dire pourquoi il y a autant de réponses que de cas. En tout cas, on sait qu'il y a 10 000 suicides par an et dont 1 millier pour les jeunes, pour les adolescents. Et on ne compte pas là-dedans les 30 000
30 000 tentatives de suicide pour les jeunes, donc c'est vraiment des chiffres très importants et qui sont très préoccupants et qui méritent que tout le monde soit sensibilisé. Alors c'est un sujet qui est parfois tabou, dont on parle peu en tout cas, mais qui touche donc de très nombreuses familles. Est-ce que c'est difficile à prévenir parce qu'on en parle peu ? C'est difficile à prévenir parce que les gens qui sont concernés par des idées noires ou les idées suicidaires évitent d'en parler, évitent, se renferment dans des structures très fermées, très sans issue. Et donc c'est difficile d'arriver à les sortir et à les inciter à consulter ou à parler ou à se décharger de leur projet. Alors justement, l'écoute, c'est votre domaine. Oui. Ça fait bientôt 60 ans que SOS Amitié a été créé. Il y a 44 associations locales, 1600 bénévoles. L'association est reconnue d'utilité publique pour son action donc, dans la prévention du suicide. Elle est plus que jamais utile, cette association ? Elle est utile, sinon nous aurions déjà fermé boutique. Nous écoutons, nous avons 700 000 appels, je parle en France, par an, dont le chat aussi et la messagerie. Donc au chat et à la messagerie, nous avons plutôt des jeunes qui nous appellent. Et donc nous sommes là un peu en amont des tentatives suicidaires. Nous estimons, enfin notre politique c'est ça, si on arrive à parler, à exprimer la détresse, peut-être qu'on met un peu de distance entre l'envie de partir et l'envie de rester. Nous n'avons malheureusement pas de statistiques pour dire telle et telle personne ne s'est pas suicidée à cause de nous. Mais déposer sa souffrance, sa détresse, c'est déjà quelque chose qui peut freiner. Votre rôle, c'est l'écoute, c'est anonyme, c'est important de le préciser. C'est très important, ouais. L'anonymat, parce que justement, les personnes peuvent se confier sans penser qu'on va les dénoncer, qu'on va les interner, comme pourraient le faire des soignants. Oui, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de thérapeute, ce sont des bénévoles qui font partie de l'association. Exactement, c'est des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les âges, mais qui sont formés à l'écoute, à une écoute qui doit être anonyme, qui doit être centrée sur les personnes, qui doit être bienveillante. Et surtout, on ne donne pas de conseils, on pense que les gens ont en eux la possibilité de trouver des solutions. Et on pense que de parler peut effectivement desserrer l'angoisse et apaiser un petit peu la souffrance psychique, parce que c'est ça qui est fondamental dans les tentatives de suicide et dans le mal-être. C'est ça. Alors la conférence que vous allez organiser dans quelques jours et ces 3 soirées ciné-débat vont donc permettre de parler de ces sujets et puis de vous faire connaître auprès des personnes qui pourraient vous appeler, auprès des personnes qui souhaiteraient être bénévoles et puis auprès des donateurs aussi, parce que l'association fonctionne avec les dons. Est-ce qu'on peut donner quelques mots peut-être sur cette programmation ? Il y a 3 films qui vont être diffusés ? Oui, il y a 3 films et qui concernent les 3 âges de la vie, c'est-à-dire Virgin Suicide. Ça concerne le problème du suicide pour les adolescents. Et ça, c'est vendredi 1er février, à l'Odyssée, 20h15. The Hours, c'est le suicide à l'âge adulte. C'est d'après le roman de Virginia Woolf. Et c'est un film très intéressant. Et ça, c'est aussi à l'Odyssée, 20h15. C'est l'âge adulte. Et le 3e film, c'est lundi 4 février, et c'est Umberto Eco, et ça c'est le suicide des personnes vraiment âgées et qui ont perdu leur dignité, le sens d'être utile. Et ça c'est très poignant aussi, c'est un très beau film de Vittorio De Sica.
Une thématique donc, qui touche tout le monde, tous les âges, et puis à noter encore une conférence qui aura lieu le 5 février. On rappelle peut-être le numéro d'appel qui est disponible 24 heures sur 24, donc pour rejoindre SOS Amitié. Il y a également un site internet avec des chats et une messagerie. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Donc on rappelle les dates 1er, 2, 4 et 5 février. À suivre après la pub, on change de sujet avec les tendances en matière de mariage et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau de 24 heures en Alsace pour parler mariage, cette fois-ci mariage alternatif, peut-être. En tout cas, nous sommes avec Caroline Wild. Vous êtes l'organisatrice d'un salon qui s'appelle le Wild Festival, qui se tiendra ce week-end à Ungersheim à l'Écomusée. Alors, c'est pas tout à fait le mariage traditionnel que vous mettez en avant. Non, justement, nous, ce qu'on souhaite à travers le Wild Festival, c'est de proposer une alternative aux futurs mariés qui ne se reconnaissent pas forcément dans le mariage traditionnel, qui ne se sentent pas à l'aise avec toutes ces traditions, la pièce montée, la robe meringue, les 150 invités. Donc on les invite à se marier en fait comme ils sont. Leur expliquer qu'il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il y a dans le mariage, enfin la seule obligation, c'est de passer 15 minutes devant le maire. Pour tout le reste, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et le rôle donc, du festival et des exposants que j'ai invités, c'est de leur montrer tout ce qu'il est possible de faire et de faire un mariage qui leur ressemble vraiment. Donc, il y a une trentaine d'exposants, des artisans, ils sont tous alsaciens et ils sont tous surtout dans une démarche éco-friendly, c'est ça ? Oui, c'est ça. La spécificité du mariage alternatif, donc du Wild Festival, parce qu'il en existe d'autres en France, mais notre spécificité, donc, c'est vraiment des artisans 100% alsaciens, donc c'est vraiment des petits... souvent ils sont indépendants, ils sont 1 ou 2 et en même temps ils partagent avec moi cette démarche éco-responsable. Donc on leur demande au quotidien dans leur entreprise d'avoir une démarche, mais aussi au moment du festival. Par exemple, le traiteur va fonctionner uniquement avec des produits frais et se fournir chez les producteurs locaux. Pour la robe de mariée, c'est une créatrice alsacienne sur mesure. Pour la papeterie, on va partir sur du papier recyclé ou du papier ensemencé, par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses pour faire de son mariage un mariage éco-responsable. C'est vraiment, en quelques mots, la tendance actuellement, c'est ça, de se marier comme on le souhaite, de vraiment personnaliser cette journée. Après, je ne sais pas si c'est la tendance, mais en tout cas, c'est vers là que nous, on veut pousser nos visiteurs. Qu'ils s'affirment et qu'ils osent en fait se marier comme ils sont. Le mariage traditionnel a encore des beaux jours devant lui. Nous, on leur dit, voilà, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, mariez-vous comme vous êtes. Il y a quelques années, il y avait chaque année un thème et tout le monde faisait ce thème-là. Depuis quelques années, c'est vraiment très différent et on a des multitudes de thèmes qui émergent parce que chacun se laisse aller. L'année dernière, on avait pas mal de mariages vikings, on a du Game of Thrones. Après, on a des mariages en comité restreint, barbecue à la maison. Voilà, il y en a pour tout le monde. Pour tous les goûts. Et bien, pour découvrir tout ça, pour avoir de l'inspiration, le rendez-vous est donné. Donc, ça se passe ce week-end, samedi et dimanche 2 et 3 février à Ungersheim, à l'Écomusée. C'est le Wild Festival, c'est la 4e édition, c'est ça, de ce salon du mariage. Merci Caroline Wild d'avoir été notre invitée ce soir. Et tout de suite, on repart à la rencontre, avec Vera Bossiak. Elle est allée à la rencontre d'un photographe, il s'appelle Steve Josh. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous emmène dans l'univers fabuleux du photographe Steve Josh et aujourd'hui nous sommes pas dans un musée mais dans ton appartement Steve, c'est ça ? C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton univers créatif ? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Moi je suis beaucoup inspiré par tout ce qui est film, pop culture, musique. Alors tu t'es lancé dans un projet un peu spécial, de quoi s'agit-il ? Alors, je me suis lancé dans un projet qui consiste en fait à recréer en photo des scènes cultes de films que j'ai adorés quand j'étais petit, des années 80-90. Quoi comme genre de film alors ? Donc, il peut y avoir Retour vers le futur, SOS Fantôme, E.T., tous ces films cultes, science-fiction, comédie. Je connais les répliques par cœur, je connais les musiques par cœur, donc ça fait partie de moi. Je les ai même tatoués sur mes bras, pour certains films. Et qui sont les personnes du coup qui vont poser pour toi ? Comment tu vas les choisir ?
J'ai un petit truc que j'adore faire avec les gens, c'est que j'aime bien trouver des ressemblances avec des acteurs ou des artistes. Ou alors sinon je fais appel aux réseaux sociaux quand je trouve pas. Voilà, je mets un petit statut, est-ce que quelqu'un ressemble ou connaît quelqu'un qui ressemble à Schwarzenegger, à Tom Cruise. Ah oui, parce que en fait, c'est soit des gens qui vont t'inspirer finalement des films, tu vas dire waouh, lui il lui ressemble, et inversement en fait, c'est ça. C'est ça, ouais. Il y a des films, j'avais pas prévu de les faire en photo, et quand j'ai croisé une personne, que j'ai rencontré une personne qui lui ressemblait, j'ai dit tiens. C'était une évidence. Voilà, donc je me suis dit tiens, je vais lui proposer, on va voir si ça intéresse, et en général les gens ils sont plutôt partants. Et pour avoir une petite idée, tu as commencé il y a combien de temps et combien déjà de shootings tu as réussi à réaliser? J'ai commencé l'année dernière, période de Noël. J'ai à peu près fait la moitié, j'en ai fait une vingtaine. Et tu as une petite anecdote à nous raconter? Oui, la première séance photo que j'ai faite justement, c'était pour la photo de Maman j'ai raté l'avion. Et quand je cherchais le petit Kevin qui jouerait le modèle qui ferait le petit Kevin, donc je cherchais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui avait un enfant qui lui ressemblait. Et une maman s'est proposée pour son fils, et je lui ai demandé si lui il était intéressé, ou si c'était plus elle parce qu'elle est fan du film, s'il avait déjà vu le film. Elle m'a dit non, il n'a pas vu le film. Donc je lui ai dit écoute, tu lui montres d'abord le film, et si ça lui a plu, on en reparle. Et le lendemain, il les avait vus, et il a adoré, et il était à fond dans le rôle le jour du shoot, quoi. Et finalement, en fait, à travers ces shootings, tu vas faire découvrir un petit peu tout cet univers, tous ces films cultes que peut-être les nouvelles générations ne connaissent pas. C'est vachement cool. Voilà, c'est exactement ça en fait. Rien que ce petit gamin qui a vu les Maman j'ai raté l'avion, du coup c'est pareil réussi. Hein. C'est vraiment cette notion de transmettre des films que ma génération a adoré, et que les plus jeunes n'ont pas forcément connu. Et si on a envie de participer à un de tes projets, est-ce qu'on peut te solliciter, te contacter? Oui, bien sûr. Justement, je cherche toujours plein d'autres personnages pour mes projets. Donc il y en a, je galère à trouver, genre Stallone. Alors s'il y a un Stallone qui regarde aujourd'hui Alsace 20, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, appelez Steve. Et est-ce que tu prévois de faire une expo de toutes ces œuvres? Il y a même plusieurs expos qui sont prévues. En fait, la première expo, ça sera au cinéma Vox à Strasbourg. Où tu as notamment fait un shooting avec les Gremlins. J'ai fait un shooting des Gremlins, ouais, et en contrepartie, ils m'ont prêté la salle et ils m'ont dit en contrepartie, ce qu'on aimerait, quand tu as fini ton projet, c'est d'organiser une expo dans le ciné. Donc je dis c'est génial. Cette expo, elle a sa place un peu partout, dans plein de festivals, des Comic-Con, des cinémas, des espaces culturels. Et du coup, pour financer forcément toutes les impressions, toute l'organisation de tout ce projet, comment tu vas faire ça? Alors, pour m'aider à financer les tirages, on va faire ça sur Plexi. On va faire un projet Ulule, un projet de crowdfunding qui permettra d'aider à financer avec des contreparties en fonction des sommes qu'on pourra récolter. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé le projet, allez vite le soutenir, et on rappelle le lien. Alors c'est sur le site Ulule, et le nom du projet c'est Projet Movies 80s, 90s. Voilà, vous avez tout retenu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Dans un instant, je vous laisse entre les mains de Lionel Augier pour le magazine En route vers le COS, mais tout de suite, allons retrouver Delphine Vespizer. Elle parle ce soir des Malgré nous. Wir sind Franzosen, nicht Deutsch, nicht wieder Franzosen. Sind uns mit Gewalt ans Dritte Reich kennt. Uns gezwungen, Deutsch zu reden, ihre Kultur zu benutzen. Wenn uns noch dann wollen, Frankreich vergasst, dann weiß ich auch nicht. Salut Pinanter et bienvenue à Gno. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la fierté de vous présenter un réalisateur alsacien. Il s'appelle Benjamin. Il est très courageux puisqu'il a fait un très beau film sur la Deuxième Guerre mondiale et sur l'histoire des Malgré nous. Oui, c'est ça, oui. Donc vraiment, c'est un film hommage aux Malgré nous, aux soldats incorporés de force alsaciens et mosellans. Et donc tu as fait ça aussi, ça t'est venu pour rendre hommage à tes grands-parents. C'est ça, l'initiative c'était vraiment pour raconter l'histoire de mon opa
et vraiment pour rendre hommage à mes grands-parents et puis à toutes ces familles alsaciennes qui ont vécu malheureusement cette incorporation forcée. Comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée? L'idée est venue déjà à l'âge de mes 12 ans où j'ai commencé à écrire un scénario par rapport à ce que ma grand-mère me racontait. Et du coup j'ai dû attendre d'avoir un petit peu de financement pour pouvoir le réaliser et aujourd'hui j'ai la fierté de le montrer enfin dans les salles. Et puis avec bonheur on a eu des super retours. Moi je lis tous les jours des mails et des messages de personnes qui m'envoient franchement des témoignages de leur histoire c'est totalement bouleversant et chaque histoire est différente mais elle se ressemble par rapport à cette histoire commune des Malgré nous. Donc tu as fait beaucoup d'interviews de tes grands-parents, ça je pense que ça a dû te rapprocher incroyablement. Ouais. Non, c'était vraiment pour moi c'était des livres ouverts. Ma grand-mère quand elle me racontait l'histoire du Houpas, je la sentais très émue quand elle me racontait cette histoire et je sais que moi je me suis dit d'accord le film doit être dans cette même trame-là, c'est-à-dire finalement il faut laisser l'émotion paraître. Bon, tu m'as vraiment donné envie de voir ce film avec toi. Je pense que là il y a une projection pour nous, non? Oui, c'est ça, donc il y a une projection prévue. Venez avec nous. Bonsoir. Vous avez vu l'heure? Même pas de montre. Alors. Chut. Brigitte, ça suffit. Ça commence. Was ist passiert? Dis-moi, t'en as pensé quoi, Steve? Écoute, pour moi, ce film, il est fort parce qu'il y a vraiment de l'émotion. Je l'avais dit à Benjamin déjà, c'est quand on le regarde, on se sent vraiment avec eux, avec ce que les Malgré nous ont vécu à l'époque. Ce que je retiens de ce film, c'est la mémoire que Benjamin a réussi à faire passer, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à l'époque avec nos grands-parents qui ont vécu ça en vrai. Et ça sensibilise vraiment les gens qui le regardent. Là-dedans. Chips holen erin. Mix. Eh mais, dites-moi. Ah bah voilà. Je vous reconnais, vous vous étiez dans le film, vous étiez acteur, non? C'est ça, oui. J'adore, je ferai une dédicace. Bon, alors dis-moi, non, en plus, c'est tes amis. C'est ça, oui, c'est des amis d'enfance également, on peut le dire, mais des amis, voilà. Est-ce que par exemple, votre entourage vous a fait des commentaires par rapport au rendu final? Alors oui, mes parents ont vu le film, donc ils étaient très impressionnés. C'est aussi une histoire de mon grand-père, donc il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est surtout ça qui est ressorti le plus, quoi. Au final, qu'est-ce qui est le plus dur à faire passer quand on est acteur ou comédien? C'est l'humour ou c'est justement la tristesse, le recueillement? C'est clairement ce côté triste qui est difficile à transmettre et à faire paraître à l'écran. C'est pas des sentiments qu'on a au quotidien, donc c'est vrai que il faut vraiment le faire ressentir. Ok. Bon, nous on est bien là, tous les 5 là, on est merveilleux. En tout cas, merci les garçons de m'avoir fait partager votre univers. Et puis Benjamin, bravo vraiment pour cette réalisation en l'honneur et en hommage à ta grand-mère. C'est vraiment top. Merci beaucoup en tout cas et merci pour ce moment de partage. Merci beaucoup. Et nous, on va rester un peu ensemble et on se dit Morgensküt et à bientôt. Alors dis-moi en tant que spectateur, qu'est-ce que tu retiens? Attends, vas-y descends un peu là parce que là il a la tête en mode fou rire là. Je contracte assez le muscle là. C'est à quel moment qu'on s'embrasse dans le truc? Moi je suis venu pour ça les gars. Dans le prochain épisode, Delphine se rendra chez Patricia, une fabophile qui possède une collection de plus de 35 000 pièces. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'En route pour le COS. Chaque mois, vous le savez, Alsace 20 propose à des témoins, des experts, leur regard, leur vision de cet ouvrage tout à fait étonnant. Aujourd'hui, un petit peu changement de sujet avec Robert Herrmann, président de l'Eurométropole. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Alfred Peter, urbaniste paysagiste, comment allez-vous ? Très bien, merci. Voilà, c'est vous qui refaites un petit peu le monde comme ça, façon environnementale et très beau, c'est ce qu'on peut dire, hein ? On peut dire ça. On va en parler. Robert Herrmann, dans quelques semaines, va s'ouvrir un vaste débat, c'est le Grenelle des mobilités. Et il sera aussi question, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, du devenir de l'actuel A35 et A351. Est-ce que ce Grenelle, c'est une façon, quelque part, d'imaginer les nouvelles mobilités de l'Eurométropole pour l'avenir, hein ?
Oui, le Grenelle, c'est d'abord le moyen de réunir tout le monde autour d'un point commun que sont les mobilités. On voit bien que l'A35 est saturée, on voit bien que les systèmes de train connaissent des difficultés. La SNCF, à ce titre, vient d'investir 110 millions dans la 4e voie à partir de Vendenheim. On voit aussi qu'il y a des problèmes de transport de marchandises, qu'il y a le transport des hommes. Et ces questions doivent être posées ensemble sur la base d'un territoire qui est en mouvement, qui doit rester dans la compétitivité économique, mais en même temps apporter de la satisfaction dans la qualité de vie. Et c'est l'exercice auquel se livre aujourd'hui l'ensemble des acteurs du Grenelle, y compris l'État, qui est un acteur tout à fait important dans ce domaine-là. Et ce Grenelle fait suite aux assises qui étaient portées par Elisabeth Borne, ministre des Transports. En fait, le système actuel de transport des routes qui est mis en place dans les années 90, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est un peu obsolète, il faut vraiment le revoir. Ouais, c'est ça. Il est obsolète et il est producteur d'énormément de pollution, il faut le traiter. Et il faut en même temps faire en sorte que les gens puissent être mobiles et se déplacer dans les meilleures conditions, en particulier à partir des transports collectifs, mais pas que, à travers les modes actifs aussi, vélo, piétons, faire en sorte qu'on puisse effectivement déambuler normalement. Alors vous avez fait appel à notre invité Alfred Peter. Votre métier, c'est paysagiste. C'est un métier, c'est quoi? Comment on pourrait définir ça? Vous voulez rendre les gens heureux en créant un cadre de vie attrayant? C'est exactement une très belle définition de mon travail. C'est effectivement un métier très sociétal dans lequel l'espace public, qui était mon champ de travail principal dans toute ma carrière, c'est bien le lieu de rencontre de toutes les contradictions aujourd'hui qu'on voit dans la société. On voit encore avec les Gilets jaunes qui se réunissent autour des ronds-points, qui est aussi une forme d'espace public maintenant. Alors, pour qu'on se fasse une idée un petit peu de ce que vous avez fait, on va vous montrer ici à Strasbourg, c'est le quai des Bateliers. Quand vous voyez cette image-là, c'est Robert Herrmann, monsieur Alfred Peter, vous avez complètement réinventé ces quais-là. Réinventer, vous savez, c'est des paysages qui sont tellement beaux, mais qu'on ne voyait plus, simplement parce qu'on ne pouvait ni y marcher, ni faire son shopping, parce qu'on avait des trottoirs de 50 cm. Mais ce quai-là, c'est une des plus belles cartes postales de Strasbourg. Donc il suffisait de redonner finalement ce quai aux Strasbourgeois pour que ça fonctionne tout seul. Et c'est vrai que le chantier n'est toujours pas terminé. On a même du mal à le finir, tellement il est investi déjà aujourd'hui par les gens. Hein. Par les gens voilà, qui c'est un succès. Retrouvent un espace public qui est très très bien situé, dans un cadre qui est des caractéristiques principales de Strasbourg. Strasbourg, c'est une ville de l'eau, et ce rapport à l'eau est consubstantiel de la qualité du paysage de cette ville. Robert Herrmann, on va découvrir ce que vous souhaitez qu'il y ait comme travaux sur l'axe, on va dire, A351 et A35. Regardez cette image qui existe actuellement, c'est un échangeur. Pourquoi vous avez souhaité que le cabinet d'Alfred Peter travaille dessus ? D'abord parce qu'il est spécialiste de cela, qui travaille à l'échelle de la France, mais aussi de l'international, avec donc une capacité de regarder aussi ailleurs ce qui se fait. Or, les boulevards urbains se sont plus réalisés ailleurs qu'en France. On commence à en parler de plus en plus, par nécessité, par contrainte, je dirais aussi, de la société qui souhaite apaiser les circulations. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse réinvestir ce lieu dans des conditions qui soient plus celles de l'autoroute, donc avec des voies d'urgence, avec la possibilité de végétaliser un certain nombre d'espaces, mais aussi d'essayer de se livrer à un imaginaire en débat. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'autoroute? Alors évidemment, les fantasmes les plus forts s'expriment. C'est pour faire de l'immobilier? Pas forcément. On peut recréer une coulée verte et une coulée bleue, je dirais, paisible, autour de cette autoroute, réconcilier les quartiers, parce que l'autoroute est devenue une rupture au sein de la ville. Et que ça veut dire quoi, le rendre plus vert, mettre des pistes cyclables, on revoit les images, laissez-les en régie s'il vous plaît. Ça c'est le travail qui sera une fois définitif. Autre image, ça c'est l'actuel échangeur que l'on peut voir, et vous souhaitez qu'il devienne comme ça, c'est-à-dire que l'échangeur a disparu. C'est une des hypothèses qui a été travaillée par Alfred Peter. Ouais. Mais surtout, cela permet quoi? Cela permet d'imaginer des parkings de covoiturage, cela permet d'imaginer sur le site de l'A35 et sur
l'A351 diffère des lieux de rencontre entre la SNCF, entre les voitures, entre les piétons, entre les vélos. C'est de recréer des pistes cyclables, mais Alfred Peter a essayé de prendre la totalité des nouvelles mobilités. Il faut aussi s'installer dans un temps qui est à venir, et on voit bien que naissent de nouvelles possibilités avec les gyropodes, avec les trottinettes, avec les vélos, avec toute une série d'objets, avec aussi le numérique et le digital qui vient nous aider fortement dans les transports à la demande. Tout ça, c'est intégré dans votre projet, Alfred Peter ? Tout ça est bien intégré dans ce projet. Je dirais, il y a encore une dimension, vous disiez tout à l'heure, j'ai un métier pour rendre les gens heureux. Vous savez, la 35 s'était installée dans la ceinture verte de Strasbourg, qui est un des principaux systèmes écologiques qui régit la métropole. Et donc, le fait de pouvoir requalifier la 35, c'est aussi une façon de recréer une nature, une vraie nature, sur l'ensemble du périmètre de la ville de Strasbourg et de ses communes périphériques, pour retrouver une armature végétale qui va cheminer avec les nouveaux systèmes de transport qui vont être installés sur cette autoroute. Voilà. Est-ce qu'on prend en compte aussi le fait que dans une quinzaine d'années, les voitures seront électriques, hybrides, ça fera beaucoup moins de bruit, ça fera beaucoup moins de pollution. Et vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on va bâtir, est-ce qu'il y aura du bâti, est-ce qu'il y aura des immeubles, en plus de tout cet aspect environnemental, hein ? Ce que fera le Grenelle des mobilités, mais aussi ce que l'État lance à travers l'atelier des territoires et à travers le plan partenarial d'aménagement, c'est un débat sur cette question-là. Je crois qu'il faut qu'on en parle avec nos concitoyens. Il y a du foncier en plus. Il y a du foncier. Il ne faut pas exclure tel ou tel aménagement, par exemple, pour construire une gare basse qui permettrait les transports collectifs. Mais il ne faut pas non plus, je dirais, que l'on considère que là, il y aurait 260 hectares à bâtir. Ce serait absurde en regard de ce que vient de dire Alfred Peter et dont on voit bien que c'est une nécessité absolue pour garder une qualité de vie. Et donc, l'ensemble de ce débat se tient à la condition que nous travaillons également sur le reste des mobilités. On est en train d'exprimer l'idée d'un réseau express métropolitain qui serait beaucoup plus large que la toile eurométropolitaine actuelle, mais aussi l'ensemble d'autres formes de mobilité. Nous avons besoin de cela, parce que sinon, le COS ne suffira pas à désaturer, évidemment, la 35. L'ensemble des rapports, historiquement, l'ont toujours indiqué. Et donc, il faut travailler sur tous ces schémas-là. Vous évoquez dans 15 ans. Dans 15 ans, je pense que nous serons à l'heure du véhicule autonome. C'est ça. Et donc de technologies que nous voyons aujourd'hui en test, mais qui sont tout prêts de pouvoir être aujourd'hui pleinement adaptés sur les réseaux routiers traditionnels. Aujourd'hui, le projet qu'on voit, Alfred, pourrait être mis en place à partir de quand, ce projet d'A351 et d'A35 ? Il va pas se mettre en place d'un seul coup. Vous voyez, il y a une première date qui est très importante, c'est le jour de l'ouverture du COS. À ce jour-là, il faudra, et ça c'est demain... Ça c'est 2021. 2021, il faudra quelque part commencer à travailler sur la 35. Et ensuite, on a au moins une dizaine d'années pour transformer progressivement. Strasbourg a deux grands enjeux pour entrer dans le XXIe siècle. Pour moi, la première, c'est de retrouver le Rhin. C'est le projet de la SPL des deux rives, qui est une ville rhénane, et cette reconnexion avec le Rhin est une question importante. Et la deuxième, c'est la transformation de cette barrière qui constitue par la 35, qui a créé une espèce de rempart imaginaire entre les communes périphériques et la ville-centre. Et cette barrière, on la sent particulièrement bien, par exemple, sur la place de Haguenau, où vous avez le sentiment que Schiltigheim est loin, quoi. Alors qu'au fond, on est tout près, mais il y a des ruptures. Ces ruptures, ces ouvrages qui... C'est pas l'autoroute elle-même, c'est beaucoup plus les échangeurs qui ont fait que la place de Haguenau est un très bon exemple, quand cette question de rapprocher, de recréer de la cohérence entre ville-centre et ville périphérique. Merci beaucoup Robert Herrmann, merci Alfred Peter. Bonne route et allez vous balader sur ce quai des Bateliers. Voilà. C'est vrai qu'il est plutôt très bien réussi. On va se retrouver d'ici un mois pour d'autres nouvelles du contournement ouest de Strasbourg. Vous avez ce mail si vous avez des questions à poser qui s'affiche à l'instant. Moi je vous dis à bientôt. Salut.